Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant, engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous, bonjour Clara. Bonjour à tous et bonjour Anne-Marie. Eh bien, bienvenue dans cette mini-série consacrée aux droits d'auteur en digital learning, donc avec Clara Slotikamian. Aujourd'hui, nous allons aborder dans notre 4e épisode la notion de domaine public et quelles sont les exceptions aux droits d'auteur. Tout à fait. Et donc, pour commencer, Clara, est-ce que tu peux nous dire les exceptions aux droits d'auteur, donc c'est quoi et quand est-ce que cela peut nous servir ? Alors, une exception au droit d'auteur, c'est premièrement quand le droit d'auteur existe déjà. C'est-à-dire qu'on a les conditions pour que le droit d'auteur soit bien constitué, à savoir qu'on est face à une œuvre de l'esprit et que celle-ci est originale. Voilà, c'est les conditions dont on a parlé dans les épisodes précédents. Et pour rappel, il n'y a pas besoin de procéder à un dépôt. Donc, on est dans ce contexte, on a donc un droit d'auteur qui existe. Mais, deuxièmement, la loi a prévu que sous des conditions bien définies, précises et strictes, on pourra finalement exploiter l'œuvre, protégée par le droit d'auteur à la base, sans autorisation. Donc c'est comme si en fait on avait un trou dans le gruyère, par rapport à, si je peux imaginer quoi. Pour vous donner un exemple, parmi les exceptions les plus communes, les plus connues, on a ce qu'on appelle l'exception de représentation privée, qui veut que l'auteur va pas pouvoir empêcher que l'on fasse des représentations privées et gratuites de son œuvre quand elles sont effectuées exclusivement dans ce qu'on appelle en droit un cercle de famille. Donc, on a ce qui est autorisé, c'est une représentation, c'est-à-dire communiquer l'œuvre, et des conditions, il faut que ce soit gratuit, il faut que ce soit dans un cercle de famille, c'est-à-dire avec un cercle d'intimes, et ça va nous permettre, par exemple, de diffuser un film chez soi et de le regarder avec nos amis intimes, notre famille, etc., dans un moment totalement gratuit, c'est-à-dire qu'on va pas faire payer l'entrée, par exemple. Et donc voilà, pour vous donner un exemple, on a bien un droit d'auteur, mais la loi a prévu un trou dans le gruyère, quoi. Et les exceptions se trouvent pour la très très grande majorité listées dans le Code de la propriété intellectuelle à un article bien précis. Si ça peut vous intéresser, l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, hop, vous avez une liste comme ça très détaillée avec le nom de l'exception, si je puis dire, et puis les multiples conditions qui vont avec. Et moi, j'ai déjà entendu parler de l'exception pédagogique. Est-ce que tu peux justement nous en parler plus en détail ? Alors, c'est vrai qu'on entend souvent parler de cette exception pédagogique, on entend l'expression exception pédagogique. En réalité, ça recouvre deux exceptions différentes. Mais je pense que bon, c'est normal, la plupart des gens le savent pas, c'est tout à fait logique. C'est qu'en fait, il y a eu une première exception à un moment donné, puis après, il y a eu une deuxième exception qui touchait aussi au domaine de la pédagogie, et on sait plus trop de laquelle on parle quand on dit exception pédagogique. Alors, la première en date, c'est une exception qui va plutôt toucher à la recherche, et la deuxième, qui est la plus récente, elle touche plutôt à l'enseignement et la formation pro. Donc, je pense que c'est surtout cette deuxième exception qui va plus nous intéresser dans le cas du e-learning. Du coup, je m'y penche. Donc, c'est à l'article L122.5, 12e du Code de la propriété intellectuelle. Je cite l'article si vous avez envie de le lire, parce que comme c'est très, très détaillé, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais peut-être que vous, ça peut vous intéresser, et je trouve que de toute façon, c'est intéressant. Donc, je vais vous expliquer du coup, de façon générale, cette exception. Donc, l'exception pédagogique permet de représenter ou de reproduire des extraits d'œuvres, des extraits, à des fins exclusives d'illustration, donc seulement d'illustration, dans un cadre d'enseignement, de formation professionnelle et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, notamment au moyen d'un environnement numérique sécurisé et à condition que ce soit à but non commercial. Donc, je sais pas si vous avez vu la liste que je viens de vous dérouler quand même. C'est très détaillé parce que je vous le rappelle, je vous le répète, c'est très strict les conditions des exceptions en droit d'auteur. Donc là, je viens de vous faire une liste hyper complexe et vous allez me dire, mais est-ce que j'ai le droit, du coup, moi, de bénéficier de cette exception ou pas ? Bah, je vais vous répondre, c'est du cas par cas. Est-ce que vous respectez toutes les conditions ? Parce que si vous n'en respectez pas une,
bah vous pourrez pas. Et il va falloir vérifier à chaque fois et se demander, mais quand on parle d'un établissement d'enseignement, donc que ça doit être fait sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, est-ce que du coup moi je suis bien dans ce cadre ou pas? Quand on dit à but non commercial, est-ce que quand on est dans une formation avec des étudiants à qui on fait payer je sais pas 8 000 € l'année, est-ce que ça fonctionnerait ou ça fonctionnerait pas? J'ai envie de vous dire, c'est très complexe. Le droit est complexe. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que je pense que c'est commercial du coup. Donc, quand on fait payer 8 000 € l'année, voilà, à voir. Est-ce qu'on rentre dans les cases ou pas de cette exception pédagogique qui, de toute façon, effectivement, a bien été faite et mise en place pour pouvoir faciliter la diffusion des extraits d'œuvres dans un contexte particulier. Encore faut-il respecter toutes les conditions. Et toutes ces conditions, je vous invite à les lire si ça vous intéresse. Maintenant, il existe en effet cette exception qui vise l'illustration dans l'enseignement et la formation pro dès lors que c'est à but non commercial. Reste à voir comment cette exception pourrait éventuellement ou non profiter dans le cadre d'une formation e-learning. C'est du cas par cas. Et tout cela est à vérifier à chaque fois. Voilà. Oui, comme par exemple une formation que l'on va créer dans le cadre d'une entreprise, puisque dans une entreprise, on n'est ni dans l'enseignement supérieur, ni dans un organisme de formation. Donc là, il faut bien vérifier. Oui, complètement. Pour moi, on rentrerait pas dedans, mais c'est toujours une question de case à cocher en fait. C'est pour ça que je vous ai donné l'article en question des exceptions au droit d'auteur, parce que il y a d'autres articles qui peuvent être intéressants. Il n'y a pas que l'exception pédagogique qui peut être une exception intéressante dans le cas d'un module e-learning. Donc, on peut pas tous les passer. De toute façon, je pourrais jamais vous dire oui ou non, parce que c'est du cas par cas. Est-ce que vous le faites dans les conditions telles qu'elles sont énoncées? Et à partir de ce moment-là, voilà, ça ouvre des possibilités. Mais n'hésitez pas à les lire, c'est très intéressant et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous parler. Vous allez vous dire, bah oui, mais ça, je le fais déjà, en fait. Bah oui, l'exception, elle est là, on n'y pense pas, on se rend pas compte des exploitations qu'on va faire. Mais voilà, je trouve ça chouette d'aller regarder, si ça vous dit. Oui, il faut bien mettre dans ses favoris cet article dont tu nous parles. Et on entend aussi parler de l'expression tomber dans le domaine public, hein, on l'entend assez régulièrement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça peut impliquer? Je crois qu'on l'entend assez souvent aussi, par exemple, pour des chansons qui sont tombées dans le domaine public ou des films. Oui, complètement. Ça fait partie, je pense, comme j'ai pu dire dans le premier épisode, de toutes ces choses qu'on sait un petit peu plus ou moins sur le droit d'auteur, comme ça, de très loin. Et le terme domaine public, comme ça, c'est des choses du langage courant, j'ai envie de dire. Et donc, effectivement, quand on dit qu'une œuvre est tombée dans le domaine public, ça signifie qu'une partie des droits d'auteur sur cette œuvre ont expiré. Et si je dis une partie, c'est parce que les droits d'auteur, en fait, c'est composé, de ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, et 2, de ce qu'on appelle les droits moraux. Et quand ça tombe dans le domaine public, il n'y a que ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, qui sont la reproduction et la représentation, qui sont les droits sur lesquels on contracte, sur lesquels on fait notre fameuse licence, notre fameuse cession, sur lesquels on va pouvoir monétiser aussi, qui vont tomber, qui vont expirer. Alors que, de l'autre côté, les droits moraux vont toujours perdurer. Et tomber dans le domaine public pour ces droits patrimoniaux, ça arrive à une date qui est globalement à peu près 70 ans après la mort de l'auteur. Il y a beaucoup d'exceptions. Il y a beaucoup de cas particuliers sur cette date d'expiration, donc il faut quand même être attentif. Et voilà, les droits moraux n'auront pas de date de fin puisqu'ils sont perpétuels. Donc quand l'œuvre, on dit qu'elle tombe dans le domaine public, ça veut dire que les droits patrimoniaux sont tombés, mais pas les droits moraux. Restez très attentifs par rapport à ça, parce que les droits moraux, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est dans ce qui va nous parler et nous concerner, la notion d'intégrité de l'œuvre, de respect de l'œuvre, de comment est-ce que on va utiliser cette œuvre. Je peux vous dire tout et n'importe quoi. On peut très bien prendre une chanson, les droits patrimoniaux sont tombés dans le domaine public, on veut l'intégrer à notre module e-learning, mais en fait, ça ne va pas respecter l'intégrité de l'œuvre, ça ne sera pas conforme au respect de l'œuvre, parce qu'en fait, ça n'est pas adéquat, potentiellement par rapport au sujet qui est traité dans le module e-learning, avec la philosophie de l'auteur de cette œuvre, avec la façon dont il voyait son œuvre, avec les convictions de l'auteur. On va pouvoir associer une œuvre à n'importe quel contenu. Et c'est ça le respect et l'intégrité. Donc ça tombera jamais. Et c'est toujours entre les mains des héritiers. Voilà. Très complexe en effet. Et au final, parce qu'on parle beaucoup donc là du respect des droits d'auteur, mais qu'est-ce qu'on risque si on ne respecte pas le droit d'auteur? Parce que bon, quelquefois, certaines personnes peuvent être tentées d'aller prendre une vidéo sur Internet, une image, un fichier audio, en se disant bon allez c'est pas grave, je le fais quand même. Mais qu'est-ce qu'on risque à ne pas respecter le droit d'auteur?
on risque d'être reconnu coupable de contrefaçon. Parce que, on le rappelle, on a un droit d'auteur, en fait, l'auteur est la personne qui doit vous dire oui ou qui vous dira non. Donc, si vous bypassez cette autorisation, même si vous allez plus loin que le cadre de l'autorisation, c'est-à-dire vous avez eu une autorisation, mais que les conditions, vous les avez dépassées. Vous n'êtes pas resté dans le cadre des conditions. Alors là, voilà, ça s'appelle de la contrefaçon. Et c'est interdit, c'est à la fois puni devant les juridictions civiles. Donc, devant les juridictions civiles, en général, on va chercher un petit dédommagement, ce qu'on appelle les dommages à intérêt, etc., faire cesser la contrefaçon aussi. Mais c'est puni également devant les juridictions pénales, et ça, c'est des condamnations, donc c'est moins rigolo. Bon, pour vous dire, il y a beaucoup d'articles qui parlent de la contrefaçon dans les codes, mais globalement, la peine associée, c'est toujours 300 000 € d'amende, 3 ans d'emprisonnement. Bon, c'est la peine haute, mais bon, après, faut voir aussi ce qu'on fait, faut relativiser les choses. Je pense qu'il faut rester conscient que ça existe, que quand on fait pas les choses comme on devrait les faire, oui, il y a possibilité d'être contrefacteur, mais faut relativiser aussi. Et tant qu'on sait ce qu'on fait, qu'on sait les risques que l'on prend aussi, que l'on a conscience des choses, déjà on n'agit pas de la même manière. Et c'est pour ça encore, j'en reviens à la prise de conscience du premier épisode, parce que bon, le mot contrefaçon peut faire un petit peu peur, mais ça reste la réalité. Tout à fait. Écoute, c'était vraiment très très clair. Là, j'ai aussi appris des choses. Je sais pas, j'ai une dernière petite question là qui me vient. C'est quelquefois on entend parler aussi de la courte citation. Est-ce que ça fait partie de l'exception pédagogique ou pas ? Alors, la courte citation est une exception au droit d'auteur en tant que telle, qui est pas dans l'exception pédagogique en fait. Mais si par exemple, tu vas sur l'article L122.5, tu vas la trouver et tu vas voir toutes ces conditions en fait. Tu vas voir qu'il est possible de faire ce qu'on appelle des courtes citations à condition de, en fait. Et par contre, il faut être très attentif parce que souvent il y a des termes, on se dit on les voit comme ça, courte citation, mais ça veut dire quoi ? Ah, ça veut dire quoi court ? C'est très complexe. Ça, en fait, on le trouve dans les décisions des tribunaux. Donc, faut soulever de la jurisprudence et c'est très complexe. Mais la courte citation, effectivement, tu vois, ça reste quelque chose qu'on fait souvent sans s'en rendre compte et qui fait partie de ce qui est autorisé, à condition de respecter les conditions. Mais tu vois, t'as capté tout de suite que c'était dans ce qu'on connaissait, quoi. D'accord, écoute, merci beaucoup Clara donc pour toutes ces explications. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre 4e épisode. Et ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve demain pour notre 5e et dernier épisode où tu vas nous expliquer comment protéger son module e-learning. C'est super, j'ai hâte. Eh bien, à demain Clara. À demain. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.